Amis du lundi, hardi, bonsoir et bienvenue pour un nouveau rendez-vous de la réinformation où il va d'abord être question d'humour. L'humour est-il de droite ou de gauche ? À voir Guy Bedos, Stéphane Guillon, Charline Vanhoenacker sur France Info ou Guillaume Meurice, la réponse semble évidente. Mais ce sont désormais de véritables enquêtes qui tendent à prouver ce ressenti impalpable mais néanmoins fortement orienté philosophiquement de nos zygomatiques. Alors philosophiquement, parce qu'évidemment je ne parle pas de l'humour d'Éric Ciotti ou de Nicolas Sarkozy, parce qu'évidemment tout le monde peut rire de Nicolas Sarkozy, mais Nicolas Sarkozy est un sujet, mais pas forcément un acteur de l'humour. Je parle évidemment de l'humour de droite au sens, encore une fois, philosophique du terme. On va développer ça tout à l'heure. Après les rois de l'humour, les rois du pétrole, avec Donald Trump qui a décidé de renforcer drastiquement la capacité de production américaine d'hydrocarbures, tout en surtaxant les droits de douane pour certains pays comme le Canada, la Chine ou le Mexique, même si nous sommes sur la brèche. Il a déjà commencé à négocier avec le Mexique, donc c'était plutôt un rapport de force qu'il était en train d'établir. Ce qui est certain, donc, c'est qu'il vient d'annoncer que le tour de l'Europe allait arriver, ce qui a ce matin provoqué une nette baisse des bourses de Paris, de Francfort, de Londres et de Milan. Donc un bouleversement massif du commerce mondial est attendu, et il pourrait durement frapper les marchés européens, donc évidemment le nôtre. Alors on va très vite vous dire s'il faut envisager d'acheter une Tesla à pédales pour continuer à soutenir le renouveau MAGA qui souffle sur le monde et dont nous sommes tous si contents, ou si nos vieilles pétrolettes à mazout vont continuer à faire l'affaire. Retour en France ensuite avec le nouveau chantier d'Emmanuel Macron. Ça c'est un beau sujet. Emmanuel Macron, donc, il s'attaque au Louvre, dont il a annoncé la nouvelle Renaissance. Alors avant, il y avait la Renaissance, là c'est la nouvelle Renaissance, avec lui évidemment comme maître d'œuvre, sauf que les représentants du personnel du Louvre se disent, je cite, « atterrés par la fantasmagorie du projet présidentiel et sa déconnexion avec la réalité ». Donc, déconnexion avec la réalité, c'est une attitude à laquelle il ne nous a pas habitués. Et nous allons cependant décrypter ce projet qu'il a, donc pour le Louvre, tout en faisant d'ailleurs, par parenthèse, un sort aux Italiens, qui, comme de vulgaires pays du tiers-monde, s'abaissent à réclamer la Joconde à la France, alors que nous, on ne s'abaisse pas à leur demander, par exemple, les cendres de Vercingétorix. Et en parlant de tiers-monde, nous allons aussi parler de l'Algérie et de son hostilité de plus en plus frénétique à l'égard de la France. Alors ce sera l'occasion de s'interroger sur la passivité de nos autorités, là où manifestement les Français, les Français du peuple, en ont un peu marre de se faire cracher dessus par ces Maghrébins chafouins, car l'Algérien est chafouin, je trouve. Enfin, en tout cas, le dirigeant algérien. En parlant de Maghrébins, nous reviendrons sur la formule de François Bayrou, qui a estimé que les Français, justement, avaient le sentiment, je cite, d'une submersion migratoire. Alors la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on peut utiliser ce mot qui, juridiquement, était jusqu'alors banni. On n'avait pas le droit de dire immigration-invasion, on n'avait pas le droit de dire submersion migratoire. Maintenant que c'est un Premier ministre du centre qui le dit, on va peut-être se permettre. Est-ce que, pour autant, François Bayrou va tenir compte de ce sentiment de submersion migratoire ? Rien n'est moins sûr, mais nos sociétaires ou nos auditeurs me démentiront peut-être. J'ai hâte d'entendre le contraire. Nous ferons également un point en cours d'émission sur l'actualité parlementaire. Censure, hors note censure. Telle est la question. Ça se passe en ce moment. Alors, je ne sais pas si vous avez des nouvelles, chers amis, sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale, mais en tout cas, nous essaierons de vous tenir informés en direct. Et enfin, nous examinerons la révolte des grands patrons qui sortent un petit peu de leur cocon politiquement correct pour dire ce que les simples contribuables pensent depuis longtemps. On en a marre d'un gouvernement totalement dépourvu de boussole, d'une France qui ressemble à un bateau dont la coque est en train de prendre l'autre partout, et il n'est plus possible de penser rester à flot en créant toujours de nouveaux impôts, alors surtout quand ces impôts sont gaspillés en pure perte. Et au moment où Trump donc sonne un peu la fin de la récré, il serait peut-être temps d'écouter ceux qui produisent des richesses au lieu de s'en remettre à ceux qui les dilapident. C'est un petit peu le message de ces grands patrons qui sont sortis du bois, et on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc pour parler de tous ces sujets,
j'ai la joie, le plaisir d'accueillir les clowns blancs et les augustes de la réinformation avec Charles-Henri Deloy qui parle dans son micro alors qu'il devrait nous écouter encore. Présent, je parle pas. Si on vous entend. Bah, je sais pas. En tout cas, voilà, bienvenue aux Augustes et aux clowns, les champions de l'humour drôle. Donc Richard de Sèze, directeur de Politique Magazine, mais aussi de la rédaction de Radio Courtoisie. Bonjour. Arthur de Vatrigan, directeur de l'Incorrect. Charles-Henri Deloy, écrivain. Et Xavier Van Lierde, journaliste. Non. Alors, je vous invite, chers auditeurs, à nous envoyer également vos remarques par téléphone au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, ou par courriel à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Alors, on commence avec notre premier sujet, l'humour est de droite, et on vous le prouve. Donc, c'est le dernier tourment des experts en sciences sociales, experts avec un Z, donc, après le peuple, c'est carrément l'humour qui est passé à droite. Alors, en réalité, je crois que ça a toujours été ontologiquement le cas, puisqu'évidemment, l'humour pipi-caca-prout, l'humour moralisateur à portée pédagogique et citoyenne, voire éco-citoyenne, l'humour à haute valeur républicaine ajoutée, lui, évidemment, il est de gauche. Mais l'humour drôle, l'humour qui fait rire, lui, il est forcément de droite, parce qu'il a de la distance avec la réalité, parce qu'il peut avoir éventuellement un peu de cynisme, un peu d'ironie. Et c'est ça qui fait rire. Et c'est ce que nos amis de gauche ne comprennent pas. Mais ce qui perturbe les gauchistes, justement, c'est que cela dépasse le cadre privé ou le cadre semi-public du bar-tabac et de la salle de classe, parce que malgré l'ostracisme assumé par la gauche, ils assument franchement d'avoir fait blocage, d'avoir interdit les comiques de s'exprimer sur les radios publiques, de services publics, pardon, malgré les interdictions de séjour, malgré les lois pour limiter la liberté d'expression de tout ce qui pourrait déranger la gauche, eh bien cet humour de droite devient dominant dans la sphère des réseaux sociaux et même à la télévision où des verrous sont en train de sauter. Et donc plusieurs livres d'experts de l'extrême droite et une enquête du magazine anglais The Spectator ont été consacrés à ce sujet, qu'on peut résumer par la formule désappointée de Valerio Motta, qui est l'ancien directeur de la communication du PS et qui a dit, de manière donc désappointée, « La culture du LOL n'est plus à gauche ». Ce n'est pas Radio Londres. La culture du LOL, ça veut dire... Lot of love. Ouais, beaucoup de rire. Voilà. Donc en fait... Love online. Rire à gorge déployée. Bon, Voilà, bref. Non, mais c'est à double sens. LOL, c'est aussi love online, donc rire en ligne. Mais ça veut dire aussi la rire à gorge déployée. Oui. C'est ça. Enfin bref, c'est rire beaucoup. C'est le jeu de mots. Voilà, c'est le jeu de mots. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet humour de droite, Xavier Van Lierde? Ah bon? Non, Charles-Henri. Non, je sais pas. Oui, parce que j'ai beaucoup étudié la question, figurez-vous. Ça fait des années que je me pose la question, pourquoi les gens de droite sont plus drôles que les gens de gauche? Eh bien, j'ai fait une analyse. Parce qu'il y a un problème chez les gens de gauche, c'est qu'ils sont rousseauistes. C'est-à-dire qu'ils pensent que l'être n'est bon et que c'est la société qui le corrompt. Voilà, vous vous souvenez de vos cours de première. Bon. Plus que rousseauistes, ils sont chiants aussi, pardon. Oui, mais de cet axiome faux, eh bien, la vie leur montre le contraire. C'est-à-dire que les gens, non, ils ne sont pas bons par nature. Quand on les laisse faire, ils font des conneries. Bon, eh bien, ça les déçoit. Donc, ils ont toujours un ulcère à l'estomac parce qu'ils se disent, bon, le bon sauvage, tout ça, laissons-les faire, on va leur apprendre qu'en dialoguant, en étant gentils, les gens se tiendront bien. Et puis, qu'est-ce qu'ils voient le matin? Qu'on a crevé les pneus de leur voiture, qu'on leur a cassé le rétroviseur. Donc, ça, ils sont... Drôle. Eh ben voilà, mais ça, c'est du monde de droite. Oui. Mais si vous voulez... Les gens de gauche sont forcément, les gens de gauche sont forcément déçus par l'humanité puisque c'est à l'encontre la réalité quand elle crève les yeux et qu'ils sont un petit peu honnêtes et ça remet en question leurs a priori, leur postulat de base en disant ben non l'homme n'est bon, etc., la société le corrompt. Donc déjà ils peuvent pas être drôles avec ça parce qu'ils sont tellement déçus. Alors il peut y avoir un humour de gauche, mais c'est un humour de déception, c'est-à-dire c'est un humour puisqu'ils sont déçus par l'humanité, ils sont en révolte. Donc c'est l'humour grinçant, c'est-à-dire que rien ne va plus, et c'est un humour qui,
en fait, de révolte. Mais c'est un humour sarcastique. De ricanement. De ricanement, c'est voilà. l'humour canal. Voilà, c'est ça, l'entre-soi de ceux qui ont compris que le monde tournait pas bien et qu'ils détiennent la vérité morale, le magistère moral, et par conséquent, eux se comprennent. Le reste de l'humanité ne sont que de vulgaires pouilleux, la plèbe. Donc on peut se foutre de leur gueule parce qu'ils sont même pas dignes de comprendre. Mais comment dirais-je, il faut pas leur en vouloir parce que en fait, ils sont révoltés. C'est-à-dire qu'ils pensent vraiment que si ils n'avaient pas droit à la parole, s'ils peuvent pas agir, en fait, pour eux c'est l'enfer, si vous voulez. Alors que l'homme de droite, lui, il va être plutôt stoïcien, c'est-à-dire il va s'accommoder du monde tel qu'il est, il va essayer de l'améliorer s'il en a le courage, et puis il va regarder avec distance le monde. Il va faire beaucoup d'autodérision parce qu'il sait qu'il peut pas grand-chose en ce bas monde, mais au moins, bon bah, il va accepter de pouvoir, comment dirais-je, tourner en dérision mais gentiment. En fait, c'est un humour gentil. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on voit qu'un acteur comme Louis de Funès, qui était quand même quelqu'un assez à droite, avait déjà analysé ça en disant, vous voyez, comment on va dire, mes collègues, mes confrères, on va dire, acteurs de gauche, ils ont un humour grinçant. Lui a un humour plutôt potage, bon enfant, que toute la famille peut regarder de bonne humeur, de l'enfant jusqu'au grand-père. Il y avait Pierre-Jean Vaillard, pour les plus vieux d'entre nous qui ont connu, avait un humour de droite. En ce moment, les rares humoristes qui ont encore un humour de droite, il y a Gaspard Proust. Malheureusement, on l'entend plus. Qui est pas potage pour le coup, lui. Qui est pas potage. Oui, alors il est trash, mais trash de droite. C'est-à-dire que lui, il va pas hésiter à dire, oui, les gens du voyage, ils se plaignent d'être expulsés, mais ça leur fait un voyage de plus. C'est drôle, je sais pas si c'est de lui ou de vous, mais c'est drôle. Non, c'est de lui, là. Je fais copyright pour Monsieur Proust. Mais vous voyez, ça, c'est typiquement de droite, parce que, évidemment, après, si l'humour devient politique, évidemment, il est un peu corrosif, ce qui est normal, sinon ce serait pas drôle. Voilà, pour mon analyse sommaire. Xavier Van Lier, un mot sur cet humour cet humour de droite, donc qui prend le dessus. Oui, ben, en fait, je pense que ce qui se passe, c'est que la gauche se retrouve dans une mauvaise position en termes d'humour et surtout d'impertinence, parce qu'en réalité, elle est du côté du manche. Elle est du côté du manche depuis un certain temps, et pas seulement politiquement. C'est-à-dire qu'en fait, elle gère des institutions qui sont censées, ça rejoint un peu ce que disait Charles-Henri Deloy, censées éduquer le bon peuple. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec un humour un peu de salle des profs, ce qui est quand même assez limité, hein, un humour d'instituteurs qui pensent que ceux qui ne pensent pas comme elle sont des cancres. Et donc, en fait, la gauche, progressivement, s'est retrouvée installée dans une position où, en réalité, elle préfère la censure au rire. Elle préfère la conformité. C'est un peu la gardienne des élégances. Et donc... c'est l'humour des nouvelles dames patronesses. Oui, c'est ça, des nouvelles dames patronesses, des nouveaux clercs, en quelque sorte, Ouais. et qui s'indignent dès lors que l'on peut pouffer au fond de la classe. Et la droite elle-même... Qu'on peut rire d'un trans, par exemple. Oui, ça, voilà, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Et donc, étant maîtresse des élégances, ceux qui pouffent étaient relégués au fond de la classe. Et il y a une sorte de crispation où de plus en plus, en fait, voyant quand même les Français et en fait tous les peuples étant un peu frondeurs et voulant parler librement, eh bien, elle voulait étendre, et ça se voit terriblement en ce moment, le domaine de la censure. Et en fait, la gauche, c'est quelqu'un qui vous dit vos idées et même vos rires ne sont pas des opinions ou des occasions de se poiler, ce sont des délits. Et donc, elle se corsette de plus en plus, et plus elle se corsette, et plus le rire est de droite, parce que le rire, évidemment, c'est en partie lié avec la transgression. Et elle a installé un monde où la transgression ne peut plus être que de droite, en réalité. Il n'est plus possible de transgresser en étant de gauche, parce que la gauche a un tel magistère moral qu'elle ne peut plus que ânonner son petit catéchisme laïcard
est extrêmement, extrêmement triste. Et du coup, bien évidemment, dans un espace comme Internet, elle a réussi à régir ça. On a vu ces dernières années, au fond, quand on parle il n'y a pas que le fact-checking, c'est-à-dire que La vérification des faits. Oui, il n'y a pas que la vérification des faits, il y a aussi la façon dont on s'exprime, les blagues, voilà. Et donc, il fallait exclure, comme un instituteur qui exclut le blagueur de la classe, non pas parce qu'il la perturbe, mais parce que de temps en temps, il dit le roi est nu alors qu'il est nu. Et donc, je crois, il se retrouve dans une très mauvaise position parce que soudainement, que se passe-t-il ? La parole se libère et on offre la possibilité, grâce notamment à Musk sur les réseaux sociaux et autres, et puis surtout le couvercle est en train d'exploser, la possibilité de s'exprimer davantage. Et c'est là où il y a eu un article dans le Figaro à ce propos qui est assez intéressant, un article qui était signé de Ronan Planchon et qui explique qu'en réalité l'humour est d'autant plus devenu de droite que la droite a été obligée d'avancer ses pions et ses opinions sous le couvert de l'humour, parce qu'en réalité, elle était victime de cette répression et de cette censure, et que donc elle a acquis une agilité intellectuelle et une manière d'être et de s'exprimer beaucoup plus fine que les autres qui arrivent simplement avec des dogmes et comme je le disais, cette idée que voilà, qu'il faut régenter, vérifier la conformité, et donc bien évidemment les rigolards, mais en fait pas seulement les rigolards, c'est-à-dire que c'est les rigolards à la manière des bouffons d'ancien régime, c'est-à-dire qui révèlent quand même une part de la réalité du pouvoir, alors que les autres sont plutôt du côté de ce pouvoir et des tristes cires. Et voilà, donc ce n'est pas un combat à front renversé. Ce sont les nouveaux dévots. Et c'est comme ça d'ailleurs que les rigolards ont inventé tout un tas de synonymes, comme jeûne pendant un temps. Un jeûne, tout le monde savait ce que c'était. Alors les plus jeunes, pour le coup, sans l'accent circonflexe, ne s'en rappellent peut-être pas, mais c'était une manière déguisée de parler d'un délinquant de banlieue dont je vous laisse deviner l'origine ethnique et religieuse. On a dit aussi supporter anglais récemment, ou bien, qu'est-ce qu'on a dit encore ? Kevin et Matteo. Suédois. C'est John et Léo, parce que c'était le nouveau nom des assassins d'Elias. Bon. Je ne sais pas si vous connaissez un John, moi, Parson John Perse, mais comme il est pékiniste, c'est pour ça qu'ils ont dit que c'était John. Pas en France, en tout cas. On ne connaît pas, a priori. Alors, mais je crois que le mot a été dit, c'est la transgression. Je me rappelle du seul humoriste drôle belge qui s'appelle Walter, qu'on avait interviewé il y a pas mal d'années. 4-5 ans, qui nous a donné une définition de l'humour qui est peut-être pas lui, mais en tout cas qui était jolie et assez juste. Et l'humour, c'est une transgression bénigne. Bénigne parce que si c'est pas bénin et que en face ils vous lâchent, ils sont choqués, ils se barrent et ça marche pas. Et si c'est que bénin et pas transgressif, ça tombe à plat. Et donc la transgression, en effet, on peut pas à la fois casser les codes et créer le code. On peut pas transgresser en même temps être propriétaire du magistère, ça marche pas, ça marche plus. Donc aujourd'hui, on sait que les propriétaires du magistère et ceux qui créent et qui créent le cadre et qui en plus surveillent pour que personne ne dépasse le cadre, c'est la gauche. Donc forcément, l'autotransgression, c'est quand même un exercice encore plus complexe que la transgression. Donc ça demande encore plus de talent qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Et il y a quelque chose d'autre également, c'est que si vous regardez le seul espace de liberté qui existe en France, alors encore plus aujourd'hui, c'est la scène, c'est le théâtre. Il y a cette année, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, où que la gauche était encore plus régnait encore plus de manière plus forte. Vous aviez étonnamment des pièces de théâtre ou des stand-up, comme on dit, qui étaient réellement transgressifs. Seuls en scène. Des seuls en scène, exactement. Et qui, on en a vu plusieurs, nous, avec l'Incorrect, et on était même surpris à chaque fois en se disant, dis donc, c'est marrant, on ne connaît pas cet humoriste, c'est pas encore fait claquer le beignet par la gauche. Et en fait, on se découvre que la scène, comme on a un lien direct avec le spectateur, et qu'en plus, généralement, on interdit les téléphones portables, ce qui fait qu'on ne peut pas récupérer une réplique comme ça et la sortir, c'est le seul espace qui existe encore réellement où les artistes s'expriment comme ils souhaitent, avec leur humour, avec leur code, avec tout ça. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et j'avais une troisième chose, mais je ne me rappelle plus. Donc ça va revenir, mais on va peut-être demander avant que ça revienne, à Richard de 16. À un instant, oui. on laisse parler Richard, parce que c'est sa grande spécialité. L'humour est-il de droite, l'humour est-il de gauche ? Je suis très drôle. Et, oui. et pour moi, il y a 2 choses.
D'une part, la manière dont la gauche nous explique que l'humour est devenu droite, parce qu'ils sont obligés de vérifier effectivement qu'il y a une offre d'humour à travers les vidéos qui circulent, quel que soit le réseau social, où des gens ont décidé d'être tout seuls, Galancir par exemple, d'être très drôles, sur des sujets où la gauche aurait peut-être été plus pertinente. Galancir passe sa vie à moquer les consultants, le monde de l'entreprise, mais il le fait visiblement en moquant aussi le progressisme sous-jacent de ce culte de la performance. Du coup, il devient de droite. Et on a comme ça un certain nombre d'acteurs qui, avec le très peu de moyens que nécessite aujourd'hui la présence sur les réseaux sociaux, réussissent à moquer tout ce qui existe aujourd'hui et qui fait partie des gens respectables, des choses respectables, des cadres respectables. Vous l'avez tous souligné, à partir du moment où c'est la gauche qui fixe ce qui est respectable, l'humour ne peut être que de droite. Par ailleurs, il y a aussi quelque chose qui est spécifiquement de droite, c'est de prendre en compte le réel. Et l'humour, pour moi, c'est peut-être une transgression bénigne, et j'aime bien cette définition, mais c'est surtout d'être toujours surpris par l'écart qu'il y a entre l'idée qu'on se fait de la réalité et la réalité elle-même. Et la gauche est toujours dans l'idée qu'elle se fait de la réalité. En fait, le principe même d'un gauchiste, c'est la réalité en soi est très peu intéressante. En revanche, ce que je vais faire de la réalité, oui. L'utopie que j'ai envie de dessiner, l'idéologie que je vais promouvoir et promettre, eh bien, ça, c'est vraiment important. Évidemment, il ne reste plus que les gens de droite pour s'étonner et s'amuser du fait qu'il y a un écart considérable entre la générosité prétendue de la gauche et la réalité de son égoïsme. Un exemple qui, moi, me fait hurler de rire, l'actrice transgenre qui joue Emilia Pérez et qui est censée être évidemment une icône de tout ce que la diversité a à nous offrir, nommée au César, nommée aux Oscars, se révèle être une effroyable raciste qui a passé son temps depuis 2020 à critiquer les Noirs, à critiquer les Chinois, à critiquer les Coréens. Les handicapés, je crois. Enfin, un peu tout le monde. Et donc là, évidemment... je ne sais pas si vous avez quelques-uns de ces... non, parce qu'on ne peut pas les citer. Ça tombe sous le coup de la loi. Mais c'est pour les condamner. Bien sûr. C'est pour dire qu'on n'est pas d'accord. Le temps que je les retrouve. Xavier Van Liert qui voulait prendre la parole, justement. Et après, j'aurais une question pour Arthur, c'est l'islam, finalement. L'islam est-il de droite ou est-il de gauche au vu de son humour ? Je vous laisse méditer, vous avez 2 minutes. Le temps que Xavier nous revienne sur ce qu'il voulait dire. Le problème de la gauche, c'est que, plus profondément, je pense que comme elle est devenue woke, c'est-à-dire éveillée, et qu'elle veut conscientiser plus que jamais, et que le phénomène psychologique du wokisme, en quelque sorte, c'est de chercher à bannir tout ce qui est de l'offense et de voir des offenses en toute chose. Bien évidemment, il n'est plus possible de rire lorsque l'on traque sans cesse l'offense. Dans le rire, il y a nécessairement une part de transgression, d'irrévérence, et ce que l'on appelle à droite l'irrévérence, ça s'appelle à gauche de l'offense. Et l'offense doit être interdite. Donc en réalité, pour la gauche, l'humour doit être interdit, tout simplement. Donc ils sont piégés dans une sorte de logiciel où on ne peut plus rire. Et l'autre point... Pardon, je vous interromps une seconde, mais il y a un exemple assez caricatural, si je puis dire, de ce que vous venez de dire, c'est le malheureux Nicolas Bedos, qui objectivement vient de la gauche. Il est le fils de son père. C'est dire qu'il était un humoriste pas drôle de gauche, Guy Bedos. Et il est maintenant totalement catalogué droite, voire extrême droite. Et en tout cas, il est banni de la liste des gens de gauche, c'est-à-dire des gens bien, parce qu'il a un humour. Non, pas parce qu'il a un humour, il s'est fait tuer. Parce qu'il a mis une main aux fesses. Il s'est fait condamner. Mais déjà, son humour était condamné. Ses films étaient condamnés, ils étaient jugés réactionnaires. Il était sur la pente délicate. Ses premiers films ont été encensés. Madame Mr. et Mrs. Adelman a été encensé. Celui d'après, dont j'ai oublié le titre, évidemment. Et ensuite, Mascarade. La Belle Époque, non ? La Belle Époque. Mascarade. La Mascarade a été un peu allumée, mais parce que le film était mauvais. Et en fait, il a sorti Alphonse, une série sur Amazon. Ah oui. Qui m'a bien fait rire. Qui était une assez jolie série. Oui, moi j'ai bien aimé. Et le problème, c'est qu'il traitait de la nymphomanie de certaines jeunes femmes et de son grand-père, son père qui était gigolo, en même temps qu'il avait son procès. Donc les deux se sont rentrés dedans et forcément, ça a accéléré sa chute. Ne devenez pas trivial. Mais s'il n'y avait pas eu la condamnation ou les accusations, il ne serait pas fait expulser de son milieu social et de son milieu professionnel. J'avais l'impression que c'est parce qu'il était passé à droite. Non, c'était vraiment ça.
Charles-Henri voulait parler, je crois. Oui, quand vous parlez de Guy Bedos, donc le père de Nicolas, moi je vous trouve un peu sévère parce qu'il était quand même drôle à ses débuts. Dans ses films. Oui, déjà. Et puis quand même, parce que c'est ça que j'aime bien, effectivement, dans l'humour, il y a quelque chose quand même qui doit nous titiller un petit peu. Pas forcément transgressif, mais au moins se moquer de choses que nous faisons tous. Et du temps où la société était encore, je dirais, assez, on va dire, traditionnelle, morale, enfin bon. Il avait une espèce d'humour qui était drôle quand il se moquait, je ne sais pas, des parents qui donnaient un chèque pour les bonnes œuvres de l'école et comme par hasard, le fils avait de bonnes notes. Enfin, des choses qui ne sont pas extraordinairement transgressifs. Non, mais c'est... vous riez, mais... Non, mais après, c'est dépend de chacun. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, par exemple, moi, on m'a embêté parce que j'ai dit que je n'étais pas Charlie. Donc, je transgressais un dogme parce qu'il faut être Charlie. Mais Charlie, c'est pas drôle parce que tout est Charlie. C'est-à-dire que maintenant, Charlie, on sait, c'est le nihilisme, mais pour moi, c'est la version pornographique du système. Et c'est tellement pipi-caca, c'est tellement anti-flic, anti-tout, anti-religieux, bon. Mais attention, anti-religieux, mais pas trop quand même. Hein, ça, pour certaines religions, attention. Là, quand même, ils ont un peu... Objectivement, ils ont quand même payé le prix. Oui. Je les aime pas, mais... voilà, je parle de toutes les religions. Bon, bref... mais donc c'est tellement non, en fait c'est le faux humour officiel. Ah oui. Et quand c'est officiel, c'est plus de l'humour. Oui, c'est comme l'art. On s'attaque aux puissants, on s'attaque pas à des personnes qui ne peuvent pas se défendre. Or, quand on s'attaque, je sais pas, à une église, au catho, on sait qu'il n'y aura pas d'attentat derrière. Donc, c'est plus très drôle. Quand on dit il faut chier dans les crèches, je vois pas trop qui ça fait rire. Je vous signale que c'était une de leurs une. Ah oui, non. Oui. Heureusement, je ne suis pas ça avec attention. Voilà, et donc comme c'est institutionnalisé, moi je dis que non, je suis pour que ça existe parce que vous connaissez, je suis pour une liberté d'expression extrêmement large. On le sait. Trop pour certains, voilà. Mais je ne me sens pas obligé d'adhérer à cet esprit Charlie. Alors justement, Arthur de Vatrigan, je vous avais posé une colle. Non, c'était pas une colle. Si l'humour, c'est casser un code par la représentation, je réponds à votre question avec l'islam, étant donné que la représentation est complètement bannie et interdite, c'est compliqué de représenter, c'est compliqué de dévoiler ou de démasquer à partir du moment où on ne peut pas montrer. Donc, je me demande d'ailleurs s'il y a un humour musulman. J'avoue que... Enfin, sûrement. Hein, je ne suis pas pressé de le connaître. Bien sûr, il y a un humour musulman. Enfin, plutôt, il y a un humour arabophone. Et dans des pays d'obédience musulmane. Mais c'est un humour bon enfant du style Bourvil, etc. Machin se prend une porte sur la tête et sa femme le bat et il a réussi à entourlouper son voisin. Enfin, on peut bien sûr politiser beaucoup l'humour. Fondamentalement, ce qui fait rire les gens, c'est le malheur des autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument universel. Alors, la transgression n'existe pas en islam. Donc voilà, vous avez un certain type d'humour, quelqu'un qui glisse sur une peau de banane ou... En effet, Bourvil ou les films d'Apato marcheraient bien, mais pas l'humour français très politisé. Non, même Gardin, Blanche Gardin, qui est quand même... on dit qu'il n'y a que des humoristes de droite. Gardin a été assez... Elle était quasiment de droite avant qu'elle bascule. Non, elle n'a jamais été de droite. Un peu, elle a été communiste, elle est devenue islamophobe. Elle est devenue islamophile et... avec tout ce qui va avec. Mais elle est Blanche Gardin a pu nous plaire à un moment parce qu'elle avait un côté populiste. Parce qu'elle est très transgressive, exactement. Et notamment quand elle attaquait son milieu. Et ironique. Et voilà, elle attaquait son milieu et avec un angle populiste. Et c'est probablement l'autre façon dont la gauche s'est cornérisée en quelque sorte, c'est que on ne pouvait plus rire à gauche, mais c'est probablement aussi lié au fait que la gauche aujourd'hui, c'est les nouvelles bourgeoisies et ce sont
objectivement, culturellement au moins, des gens qui ont été dominants, c'est que le plus grand chic à gauche, c'était de moquer le peuple. Et je pense que Blanche Gardin, c'est les chiens. Extrait de ça. C'est les déchiens, c'est... oui, voilà, Oui, c'est Groland. Oui, c'est Groland. Ah, mais Groland, il y avait des Blanc. trucs assez bons chez Groland. Ouais, c'était Parce qu'il plutôt ne faisait pas mal. que moquer aussi. Groland, je suis retombé sur des. Oui, il y a un peu de par tout. hasard sur des émissions de Groland. Ce serait marrant qu'elle repasse sur Canal aujourd'hui. Sans dire que c'est Groland. Regardez, c'est un truc réac de Bolloré et compagnie. Ça serait assez amusant. Mais aujourd'hui, le problème, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais plus qui, c'est que la gauche ricane. Et la différence entre l'humour et le ricaneur, c'est que l'humour ne se prend pas trop au sérieux finalement. Et que le ricaneur, en fait, il se prend très très au sérieux. Le drame, il est là. C'est que les gens de gauche. Oui, c'est Guillaume. C'est Guillaume. D'ailleurs, regardez France Inter. Pourquoi ils sont plusieurs sur un plateau ? Parce qu'ils ont besoin de ricaneurs officiels. Un type qui sort une vanne, ils ont besoin de ses copains pour ricaner, pour montrer, regardez, c'est drôle. Sinon, ça fait un flop. Ils marchent qu'en groupe, ils marchent pas grappe, ils sont jamais tout seuls. Vous verrez jamais, ou très peu, d'humoristes de France Inter seuls en scène. Ou en tout cas, si vous les voyez, vous m'appelez. Vous donnez les salles. Charles-Henri. Oui, et d'ailleurs, ils sont les gens de gauche se prennent au sérieux. C'est un petit peu comme l'art. L'art contemporain, l'art performatif se prend très, très, très au sérieux. Il ne s'agit même pas de plaisanter sur une banane collée au mur. Quelqu'un de droite va rigoler parce qu'il a conscience de la du réalité. ridicule de la chose. Voilà. Et oui, c'est typique. Quelqu'un qui est quand même, qui a du bon sens, va se dire, bon, ben voilà, on se fout de nos gueules, mais c'est marrant, 5 minutes. Mais quelqu'un de gauche qui dit, mais non, parce qu'il y a une expression, il y a derrière un message, etc., va le prendre très au sérieux. Et moi, c'est ça qui me fait rire. C'est la personne qui pendant 20 minutes, va regarder un bout de scotch et une banane au mur en se disant, quand même, qu'est-ce que c'est Il y a quelque chose. Il y a quelque chose et tout. Enfin, et ça me fait rire. Bon, après, Blanche Gardin, elle a été drôle quand elle se moquait justement des femmes, parce que c'était encore permis, étant donné que c'est une femme. Avec MeToo, ça commence à coincer aux entournures. Ce qu'on a reproché à Nicolas Bedos, mais Nicolas Bedos étant un homme, lui, il était déjà sous le couperet de la guillotine. Bon, Blanche Gardin, elle est tolérée parce que c'est une femme et qu'effectivement, elle prend des positions maintenant plutôt LFistes que RN. Bon, mais c'est vrai qu'elle a plutôt un humour d'autodérision qui est assez agréable à entendre. Alors, Richard, est-ce qu'on a trouvé les fameuses déclarations de l'humoriste des Oscars ? Ce qui est drôle, ce n'est pas du tout ce qu'elle dit, mais c'est la manière dont la gauche est extrêmement embarrassée du fait qu'une actrice transgenre se soit permis d'être raciste. Voilà. Et donc, le plus amusant, c'est sans doute la manière dont ce journaliste nous explique les choses. Ces tweets controversés de Carla Sofia Gascon ont été cités par la presse américaine. Exemple, l'islam est devenu un foyer d'infection pour l'humanité, est un message posté par l'artiste en 2017 avant sa transition. En fait, c'est comme si c'était parce qu'elle était homme qu'elle était... Voilà. Mais manque de peau, après sa transition, elle continue. En 2020, elle parle de George Floyd tué par un policier comme d'un escroc toxicomane. Ce qui est horrible quand on est de gauche, mais ce qui est évidemment l'exacte vérité. En 2021, après la cérémonie des Oscars qui avait récompensé le film Parasite, ainsi que plusieurs artistes noirs, elle s'était demandé si elle regardait un festival afro-coréen. Et donc la gauche, après avoir mis au pinacle Carla Sofia Gascon, première actrice transgenre... qui joue donc, pour rappeler aux auditeurs qui joue dans Emilia Pérez. L'histoire d'un chef de cartel mafieux mexicain qui devient femme et qui, devenant femme, donc grâce à cette opération de changement de sexe, devient en même temps très généreuse. Oui. Le film fait totalement l'impasse sur le fait qu'elle est généreuse avec un argent qui résulte du trafic de la drogue, avec ce que ça signifie comme centaines de milliers de morts au Mexique. D'ailleurs, les Mexicains sont furieux. Il y a exactement. Dans la série, ils sont pas contents du tout. Dans la série Gag, il y a un organisme au Mexique qui garantit le remboursement des spectateurs si jamais le film ne leur plaît pas. Ils sont assaillis de demandes de remboursement au point qu'ils sont incapables de satisfaire la demande. S'il y a des cartels qui font le guichet, je peux vous dire oui que ça va. Ils vont sans doute pas apprécier. Voilà. Donc ce qui est drôle, c'est la manière dont la gauche effectivement se retrouve une fois de plus à avoir porté au nu quelqu'un qui est en fait couvert, comme d'habitude, de tous les péchés normaux de la race humaine et qui, là, au lieu d'être un saint laïque, se retrouve être juste un crétin moyen. Là, en l'occurrence, manque de peau, c'était une icône. Alors, pour en revenir à notre sujet, et puis peut-être en finir avec ce sujet, il y a quand même
Pourquoi on en parle ce soir? C'est pas tant pour se gargariser, c'est parce que quand même la gauche s'inquiète, s'alarme, et rien que ça, c'est drôle d'ailleurs. Enfin, la gauche s'alarme de voir l'humour passer à droite. Enfin, comment expliquer déjà qu'il s'alarme? Enfin, comment peut-on faire un sujet et puis surtout, de ça? D'où la gauche croyait-elle que l'humour était à drôle. gauche? Mais oui, C'est ça drôle, qui est... d'ailleurs. c'est le monopole du cœur. Ils découvrent le sentiment de dépossession. C'est assez intéressant. Il faudra peut-être leur dire, vous voyez Ils ce vont que nous accuser d'autres d'appropriation vivent. culturelle. Exactement. Ça va être ça. Mais non, mais regardez, je suis fasciné à quel point ils se ringardisent à très très grande vitesse. J'ai l'impression de revoir, de me souvenir de 2-3 réacs d'il y a 40 ans qui regrettaient encore des vieilles lunes et ne comprenaient pas qu'en fait il fallait vraiment passer à autre chose. Et sauf que eux, c'est arrivé en 2 ans. Et c'est assez fascinant, quoi. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Donc, comme quelqu'un qui comprend pas, il dit bon, on interdit, on arrête, on va séparer tout, on fait le mur de Berlin et voilà. Faire des bouquins. Ils vont faire des études sur ça, mais après ils vont faire des études. Regarde sur le cinéma ce qui se passe. Sur le cinéma, c'est fascinant ce qui s'est passé avec le film des mousqueteuses là. D'ailleurs, si vous regardez la bande-annonce, on aurait pu penser à un film potache. En fait, on découvre que c'est très sérieux. Donc, résultat, c'est nul. Oui, ce qui se passe, c'est que vous avez donc sur Allociné des critiques spectateurs de gens qui sont vraiment allés voir le film et qui trouvaient ça immonde et débile, donc ils mettent une des pires notes. Donc forcément, ça pique un peu. Et le jour où, le 24 heures après sa sortie, tout d'un coup, on découvre sur Allociné 200 personnes qui s'inscrivent. Ils sont tous inscrits le même jour et qui mettent 5 sur 5. Forcément, ça couine, donc ça, on fait sortir les infos. Regardez, c'est bizarre. Et Allociné supprime la note. Supprime la notation en disant oui, il y a eu des inscriptions, sans préciser que c'était des inscriptions positives. Donc on supprime parce que ça a faussé les notes. Le lendemain, papier du Parisien, Allociné supprime à cause de la fachosphère et la fachosphère menace la réussite des films. Voilà. En fait, on en est à chaque fois, quoi. Ils ne comprennent pas pourquoi ça marche pas, parce que finalement, la rentabilité ou le sponsoring via vos deniers, ça ne leur suffit pas. Il faut avoir du succès et une reconnaissance. Qu'il y ait une reconnaissance. Et donc, critique. ils ne comprennent pas. Et je suis fasciné par ça, à quel point ils sont ringards. Qu'Xavier ou Charles-Henri, pour en finir avec ça? Oui, pour poursuivre sur ce que disait Arthur, il est fascinant de constater qu'un cinéaste comme Laurent Firode, qui s'est fait une spécialité de faire une série de courts-métrages ou de petits sketchs filmés, diffusés sur YouTube, on peut les retrouver sur... il faut taper Les Films à l'arrache, c'est son label en quelque sorte. Donc Laurent Firode est un cinéaste qui était en cours auparavant, qui a décidé de s'extraire de son milieu pour reprendre sa liberté à l'époque du Covid, du Covidisme, dirait-il, pour justement se moquer de la société et du monde tel qu'il va, et qui aujourd'hui a choisi comme tête de turc le wokisme et tout ce catéchisme woke, eh bien cartonne et fait plus de vues en un seul sketch sur YouTube que des films subventionnés par le CNC et diffusés dans des centaines de salles. Et c'est ça qui se passe et qui provoque en réalité dans la gauche ce qu'elle appelle une panique morale. En réalité, la gauche est en panique morale face au constat que, eh bien, finalement, les Français sont restés blagueurs, en contact avec le réel, qui savent reconnaître un discours convenu et en rire. Auparavant, dans la sphère privée, mais depuis qu'une certaine parole s'est libérée sur les réseaux sociaux, eh bien, les rires privés et eh bien maintenant deviennent un peu plus publics, et cet agora qui est Internet laisse apparaître le fait qu'en fait personne n'était dupe et ne restait dans les clous. En fait, ça, ils veulent baliser, ils veulent modérer. C'est extraordinaire cette expression d'ailleurs. La modération. Il faut plus de modération, il faut plus de modération, il faut plus de modération. Ça veut dire en fait il faut plus de quoi. On n'est pas dans une salle de classe. En fait, on n'est pas. D'autant qu'avant, ils réclamaient la libération totale. C'est assez rigolo. Interdit d'interdire, c'est quand même eux et pas nous. Alors, on va donner la parole à quelques auditeurs de Radio Courtoisie et ensuite on passe à Donald Trump. Alors, un seul auditeur, parce que les autres auditeurs ont pris de l'avance par rapport à que Dieudonné, qu'on n'a plus le droit d'écouter à la télévision, a quand même sa place sur Facebook. Ça, c'est peut-être depuis, je ne sais pas, mais c'est très récent. Ah oui, après, il a été banni quand même de YouTube et d'un peu partout. Oui, mais curieusement, il est très présent sur Facebook. Il reviendra peut-être. Est-il de droite, c'est une autre question. Ouais. Allez, il est quand même assez transgressif. Oui. Nos auditeurs.
J'avais un très bon copain avec lequel je rigolais bien. Vers 19 ans, il s'est laissé embrigader à l'université par des militants de gauche. Il a perdu son humour, il est devenu susceptible, aigri et triste. Il a fait une transition lui aussi. C'est ça. Alors, est-ce qu'on en a d'autres? N'oubliez pas, s'il vous plaît, l'humour d'extrême droite que nous propose Papacito dans la revue papier trimestrielle La Fouria. On n'a pas attendu Papacito, pardon. Voilà. Et voilà, la truculence, l'outrance et la flamboyance de style en fait un croisement entre Céline et Rabelais. La verdeur de son style effraie les oies blanches, mais ne déplaît pas aux hommes virils. Ajoutons que ses chroniques contre la bobocratie sont davantage écrites avec Durandal qu'avec une plume. Mais alors là, je conseille aussi à tous les jeunes peut-être qui nous écoutent de se renseigner, de chercher les dessins de Konk, K-O-N-K. Et là, je pense qu'ils vont prendre un petit rafraîchissement humoristique. Allez, on passe à Trump. Et Carandache, n'oublions pas Carandache. Et Carandache. Oui, alors il faut qu'on écoute c'est une plaisanterie. un petit message et on revient dans 1 minute pour parler de Donald Trump. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Oui, merci d'avance, chers auditeurs. Merci à vous de nous soutenir, comme cet auditeur de Paris qui nous envoie 100 € et nous dit « Je vous adresse une modeste cotisation. Ma retraite est consacrée à ma survie et mon maintien dans mon logement. J'aime votre radio dont ma vieille expérience à la police judiciaire confirme la justesse des analyses. Bien qu'étant défenseur de langue bretonne, j'adore la langue de Molière. Votre radio évoque souvent la langue corse ou provençale. Serait-il possible de parler de la vieille armorique dont elle est sœur de l'ancien gaulois ?» Oui, tout à fait. C'est de l'humour de droite. Pourquoi? Mais non, c'est un très beau message en plus. Et... oui, alors, l'humour, c'est beau aussi. Oui, mais là, le monsieur nous demande de parler de la langue bretonne, mais je pense que c'est parfaitement possible. Oui. Bon, on va y arriver. Oui. Un couple d'auditeurs de Neuilly-sur-Seine envoie 700 €. Je vous félicite pour vos émissions, surtout celles politiques. Je vous indique que tout le temps, je ne comprends rien quand un interlocuteur parle au téléphone. Serait-il possible d'améliorer ce point? Oui, alors ça, c'est pas drôle du tout. Donc déjà, merci beaucoup à ce couple d'auditeurs qui envoie 700 €. Et pour répondre à leurs questions, malheureusement, donc nous faisons le maximum pour que le moins d'intervenants possible parlent au téléphone. Généralement, nous leur demandons de s'équiper d'un logiciel qui s'appelle Zoom lorsqu'ils ne peuvent pas venir en studio parce qu'ils sont en province, parce qu'ils sont retenus par des obligations professionnelles. Mais il est vrai que le téléphone cause une perte de qualité évidente. Alors, on le garde encore pour certains invités qui ne savent pas se servir de Zoom. Pour certains autres, comme c'est arrivé récemment, qui se retrouvent coincés dans leur voiture alors qu'ils avaient la bonne volonté de venir en studio, mais que le réseau routier organisé par Madame le maire Hidalgo les empêche d'accéder à l'heure à notre studio, même s'ils partent avec beaucoup d'avance. Mais donc oui, on essaye vraiment de faire le maximum et ensuite on demande aux intervenants qui parlent par Zoom de se munir d'un excellent micro et si possible de s'isoler dans une pièce où il n'y aura pas trop de résonance. Voilà, donc on essaie, c'est pas toujours réussi, voilà, mais on le fait au maximum et généralement on invite surtout les intervenants à venir dans le studio où l'ambiance est quand même infiniment plus amusante et la qualité du son pour les auditeurs infiniment supérieure. Je ne sais plus où j'en suis. Oui, une auditrice de Paris envoie 5 €. C'est un très modeste don que je vous adresse. C'est tout ce qui m'est permis de faire actuellement, mais je ferai mieux prochainement pour devenir adhérente. Merci infiniment à tous vos intervenants et pour la haute qualité de vos émissions. Écoutez, chère madame, un immense merci, parce que, en fait, ce qui est le plus important, c'est de donner dans la mesure de ses moyens. Et là, 5 €, quand on ne peut donner que 5 €, c'est formidable. Et si tous les auditeurs de Radio Courtoisie faisaient comme vous, nous serions richissimes, nous n'aurions plus besoin d'appeler toujours à la générosité, parce que malheureusement, heureusement plutôt, vous le savez, nous ne vivons que des dons de nos auditeurs, nous n'avons pas de publicité, et donc un don de 5 €, c'est typiquement l'exemple de ce qu'il faut faire si vous êtes un auditeur de Radio Courtoisie et que vous n'avez pas donné alors que vous écoutez ou appréciez nos émissions. Même 1 €, c'est bon à prendre si vous êtes plusieurs milliers à vous décider à le faire. Donc un immense merci à cette dame qui rentre dans le cercle des auditeurs militants. Un auditeur de Rethel dans la Maule
qui envoie 100 €, la Moselle, pardon. L'homme est comme le lapin, il s'attrape par les oreilles. Grand auditeur de radio, j'ai découvert la vôtre cette année, appréciant la fraîcheur, la totalité et les sujets abordés, d'autant plus remarquable que vous fractionnez sans publicité ni subvention. Alors, c'était peut-être que vous fonctionnez sans publicité ni subvention. Voilà, je tiens à vous témoigner mon soutien pour votre bénéfique travail. Merci beaucoup, cher auditeur. Et effectivement, nous essayons. Alors, la seule publicité qui fractionne, oui, d'ailleurs, nos émissions, c'est celle pour Radio Courtoisie. Mais sinon, nous ne faisons pas de publicité, sauf dans un instant, on va faire de la publicité pour l'incorrect du camarade Vatrigan, mais c'est parce qu'il nous offre de son temps et qu'en plus, on aime bien ce qu'il fait. Sinon, on n'en dirait pas un mot. Et toc. C'est sympa. Une auditrice de Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, envoie 700 €. Je vous fais directement ma cotisation qui remplace les virements de 2025. Merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour la France. Bravo et continuez. Merci beaucoup, chère madame, parce que c'est grâce à vous, figurez-vous. Un auditeur de Paris envoie 200 €. Désormais, la retransmission de la messe de Saint-Nicolas du Chardonnay, le dimanche matin, m'incite à répondre. Vous trouverez ci-joint mon don, signé un vieux père de famille nombreuse, grand-père de nombreux petits-enfants. Merci beaucoup. Voilà, comme quoi les bonnes actions servent à quelque chose. Un grand merci à vous. Alors, je signale d'ailleurs que nous cherchons... ceux qui veulent qu'on diffuse la messe, oui, on cherche... ou la mosquée, un peu moins. Tout ce qui peut contribuer à augmenter la base financière de... Oui, mais si les auditeurs connaissent des paroisses qui diffusent leur messe en audiovisuel, nous sommes intéressés pour une mise en relation parce que nous voulons retransmettre tout un tas de messes, toutes plus ou moins traditionnelles évidemment, mais on est ouvert à la diversité, comme on dit. Alors, et des paroisses qui diffusent Radio Courtoisie dans leur paroisse. En plus, exactement, à l'heure du prêche, à l'heure du sermon. Je vous présente le nouveau numéro de l'Incorrect. Silence, on viole, la rançon du vivre ensemble. Je sens que ça va être encore discriminant. Arthur de Vatrigan, à vous la parole. De quoi ça parle ? Ça parle d'une enquête qu'on n'a pas le droit de faire, tout simplement parce que les statistiques ethniques, vous le savez, sont interdites comme les statistiques d'origine. Donc on a une correspondante à Londres qui suit les grooming gangs, le scandale immonde de Grande-Bretagne depuis très longtemps. Et donc on s'est dit, pourquoi il y aurait uniquement l'omerta à Londres et pas en France ? Donc on va mettre notre nez dedans. Donc on a complété l'enquête qui est déjà sortie, mais il y a des choses en plus en Angleterre, vraiment... Je vous déconseille de lire tout ce qu'on a écrit. Sur Londres, c'est vraiment ça, ça vous met le cœur au bord des lèvres. Et sur la France, on est parti des chiffres et des faits, des témoignages. Et quand vous recoupez tout ça, malheureusement, les faits parlent d'eux-mêmes et l'antiracisme se retrouve coupable et complice parce qu'il refuse de voir une réalité qui est une surreprésentation des étrangers, mais aussi des Français d'origine plus ou moins lointaine, d'Afrique et du Maghreb dans les bourreaux. Voilà. Bon, alors combien ça coûte l'Incorrect ? 7,90 €. Ça se trouve dans les kiosques ? En kiosque. Sur votre site internet, j'imagine. Voilà, et sur abonnement. Et l'abonnement coûte combien ? Beaucoup moins cher. 85 € si vous habitez en France. Magnifique. Alors, pour 11 numéros. Pour 11 numéros, c'est fantastique. On peut retrouver la chronique de Charles-Henri Deslois, de Richard l'excellent de droite. Et là... à la dernière page, une chronique. Alors, je crois qu'elle est tournante, celle-ci. Alors, ça, c'est une nouvelle chronique. Carte noire, on donne une carte noire à un écrivain. C'était Patrice Jean qui avait ouvert le bal, là, c'est Molin. Et il y en aura tous les mois un écrivain qui fera ce qu'il voudra sur cette page. Bon, c'est magnifique. Donc, on invite tous nos auditeurs à se procurer ce numéro de l'Incorrect. Et on passe maintenant à Donald Trump et sa politique mondiale. Donc, quel risque pour la France ? Donc, après le Mexique, après le Canada et la Chine, dont il a fait bondir les droits de douane sur les échanges commerciaux avec les États-Unis de 10 à 25%, Donald Trump prépare, dit-il, le tour de l'Europe. Il a annoncé que le tour de l'Europe allait venir. Le président américain a promis qu'il mettrait à exécution ses mesures de rétorsion commerciale contre l'Union européenne. Et c'est évidemment dommage pour la France, puisque la France est évidemment un gros partenaire des États-Unis, puisque les États-Unis sont l'un de nos principaux importateurs, derrière l'Allemagne et l'Italie. Par exemple, en 2023, l'économie française, je cite, a encaissé près de 90 milliards d'euros grâce à ses exportations vers les États-Unis. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous inspirent ces méthodes de Donald Trump, que tout le monde attendait un peu comme le Messie, et puis là, d'un seul coup, on se rend compte qu'il est quand même le président d'un pays,
et pas de la droite, de l'internationale droitière. Et qu'en pensez-vous? C'est un messie sur le plan culturel. Oui. Parce que ceux qui ont sa confiance au sein de l'Union européenne s'appellent Orban et Meloni. Donc, d'un point de vue culturel, ça peut être intéressant. Mais d'un point de vue économique, d'un point de vue militaire, on l'avait déjà annoncé, évidemment que ça ne va pas nous arranger. Vous l'avez dit, on est c'est notre troisième client, je crois, exportateur. On est sur l'aéronautique, sur les labos pharmaceutiques et sur le spiritueux. Alors, a priori, sur l'aéronautique, ça devrait aller. Parce que Boeing, marche pas super bien, et puis Boeing dépend beaucoup de fournisseurs français. Donc il y a moyen de négocier ou d'installer un petit rapport de force. Concernant la pharma, là, ça va être plus compliqué, parce que vous avez les droits de douane, mais vous avez aussi le plafonnement du médicament. Parce qu'il est hors de question pour Donald Trump qu'un Américain paye plus cher qu'un Français. Et concernant les spiritueux, il avait déjà mis, une grosse taxe à sa première Trump période number one, que Biden avait enlevé, donc il va la remettre. Et il semblerait qu'il vise aussi nos fromages. Oui. Donc, tout ça, c'est quand même des choses un peu compliquées. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer en face pour négocier? Ce qu'on voit du côté de la Chine, ça négocie avec Tesla. Et on se dit, ils ont quelque chose. Du côté du Canada, on sait que les Américains apportent 60% du pétrole du Canada, donc ils ont de quoi négocier. Nous, qu'est-ce qu'on a? Et là, pour l'instant, des idées, monsieur. On a, oui. Et la French théorie. Non, là, ils nous la refilent. Là. Reprenez vos poubelles, vous êtes gentils. Ils nous refilent tout. Donc, c'est ça la question. Alors, Macron, j'ai vu, a fait une déclaration aujourd'hui en disant oui, on va poser un bras de fer et on va être très, très méchant. Pardon. Bon, voilà. Le problème, c'est que. Macron, j'en peux plus. Peut-être qu'on va lui revendre la Joconde et une partie du Louvre. Je ne sais pas. Il est super crédible. Mais il faut le souligner. Tout le monde le croit. Donc, la question, c'est. Alors, peut-être qu'on va découvrir à quoi va servir l'Europe. Parce que depuis longtemps qu'on nous explique que la grande Union européenne sert justement à affronter l'ogre américain. L'ogre américain veut nous bouffer. Est-ce que l'Union européenne va servir à quelque chose? J'ai du mal à m'en convaincre moi-même, mais Ursula von der Leyen a Richard déjà de expliqué qu'elle allait faire en sorte de conclure un accord avec le camarade Trump pour faire en sorte que l'intégralité de l'industrie de la défense en Europe soit en fait vassalisée à l'industrie américaine. Donc évidemment, non, l'Europe ne suffira pas à nous sauver, et même l'Europe ne nous a jamais sauvés. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que l'Europe a toujours expliqué qu'il fallait absolument qu'on exporte, et donc maintenant qu'on a bien exporté, ça nous retombe dessus. L'Europe a expliqué qu'il fallait délocaliser, maintenant qu'on a délocalisé, ça nous retombe dessus. L'Europe a expliqué que tous les traités de libre-échange qu'elle signait, c'était autant d'influence morale et de soft power, comme ils disent dans les cabinets d'influence à Bruxelles. Et évidemment, ça nous retombe dessus, puisque maintenant, il suffit effectivement d'un message sur X de la part d'Elon Musk pour qu'on ait l'impression que la démocratie allemande soit en train de trembler sur ses bases, et d'un post Instagram de Beyoncé pour nous expliquer en fait que la forme des fesses va changer dans l'intégralité de l'hémisphère nord. Et donc on est complètement vrai, à la ramasse. J'ignorais, mais c'est intéressant ça. Développé, Richard de Si, c'est intéressant. Ok, j'aurais dû choisir un autre exemple. Je le mais sens. non, parce que Beyoncé, elle peut s'exporter en France. Beyoncé, Mathilde Panot, on choisit Beyoncé. Donc, on peut y voir un côté positif. Ok, je refuse d'aller sur ce terrain. C'est dommage. Vous me pardonnerez, Arthur de Vatrigan. Xavier Van Lier, d'un mot sur Trump. Oui, mais je pense qu'on est piégé par la volonté très, très ancienne de vouloir enfermer notre relation dans le monde à une conformité transatlantique. C'est-à-dire que sous Biden et autres, on trouvait que les États-Unis, c'était formidable, qu'il fallait se plier à tous les oukases, et être les bons élèves de cette relation transatlantique, c'est-à-dire, d'une certaine façon, limiter nos échanges avec le reste du monde au bon assentiment de Washington, privilégier ces relations-là, et du coup, quand l'empereur transatlantique met le pouce vers le bas, on se retrouve fort démunis. Alors qu'en réalité, la France comme l'Europe, à mon sens, aurait dû développer, jouer le jeu du monde tel qu'il est réellement aujourd'hui, c'est-à-dire multipolaire, et donc nouer des relations. On va pas avoir Jean-François Laborde. Charles-Henri, on vous entend. Allez, monsieur. Charles-Henri. Déménager. Chut, c'était public. Donc, si la France et l'Europe avaient noué des relations commerciales, mais aussi politiques, géopolitiques, diplomatiques, libres avec l'ensemble des puissances émergentes dans le monde, nous serions bien moins démunis
pour faire face à Washington aujourd'hui. Nous avons, pour complaire à cette relation transatlantique, mis un terme à des relations fructueuses et d'échanges commerciaux aussi avec la Russie et le monde russe en général. Eh bien, nous n'avons plus de plan B. C'est-à-dire que nous avons misé sur une seule relation privilégiée. Et maintenant, on paye le prix, c'est le cas de le dire. On paye le prix de cette chose-là. Il faut se rappeler quand même, depuis les années 90, le nombre de marchés auxquels nous avons renoncé pour complaire à Washington. C'est exactement ça. Ce n'est pas Trump qui était accusé. Trump n'est que le dernier avatar de la volonté américaine de dominer économiquement le monde et de n'avoir en fait aucun partenaire commercial. Biden, quand il a annoncé l'ensemble de ces mesures qui permettaient de relancer l'industrie américaine, a fait en sorte que des dizaines de projets de lourds investissements industriels soient gelés en Europe, et où, une fois de plus, les capitaux européens sont tout de suite partis pour les États-Unis. Donc Trump ne fait que poursuivre la politique de Biden. Si on veut, maintenant, il y a un bras de fer qui s'engage avec les États-Unis. Ce bras de fer a commencé et ils sont en position de force. Pourquoi ? Parce que nous avons maintenant, nous sommes dans une situation où l'énergie coûte extrêmement cher parce que nous avons refusé de prendre le gaz russe. Si on veut réellement faire un bras de fer avec Washington, eh bien c'est très simple. On change, on leur explique qu'en fait nous ne sommes pas mariés définitivement avec eux et que nous pouvons même entretenir des relations commerciales avec tout un tas d'ensembles, l'ensemble russe, l'ensemble indien et même chinois, pourquoi pas. Dans un monde multipolaire, eh bien c'est comme dans un jeu à plusieurs acteurs, eh bien il ne faut pas s'enfermer dans une relation exclusive, surtout quand elle est déséquilibrée. Et actuellement, nous sommes dans une relation extrêmement déséquilibrée avec les États-Unis. Et dans cette guerre du faible au fort, car nous sommes dans une guerre du faible au fort face aux États-Unis, il faut trouver d'autres alliés. Mais à partir du moment où l'Europe s'interdit d'avoir d'autres partenaires, et notamment un partenaire assez naturel parce qu'il est sur le même continent et qui est le partenaire russe, eh bien évidemment, nous sommes coincés. La Russie se débrouille pas mal pour refuser son partenariat. Nous sommes d'autant plus coincés. Non mais la Russie, vous allez voir, Pierre-Alexandre, il va y avoir ce qui nous pend au nez, c'est une réconciliation entre les États-Unis et la Russie, parce que cette relation-là, les États-Unis sont dans la position où même ils détiennent les clés de notre possible réconciliation avec les Russes, et vous allez voir qu'ils vont réussir à se rabibocher avant nous. Ah oui, et sûrement sur notre dos. Ça ne m'étonnerait pas. Sur notre dos, ce qui est complètement ubuesque. Et donc, je ne dis pas qu'il faut faire ami avec les Russes et que les Russes sont nous et que nous sommes les Russes et que voilà. Mais en revanche, on ne se met pas de barrière morale car il ne s'agit pas de morale. Et on ne découvre pas notre jeu en disant vous pouvez nous taper sur la gueule, il n'y a pas de problème parce que nous, on s'interdit tout le reste. Ça, c'est sûr et certain, évidemment. Et laisser la possibilité ou au moins planer le doute qu'éventuellement, eh bien, si leur attaque commerciale sont trop fortes, eh bien, on aurait pu avoir une carte dans notre jeu, c'est de dire, en fait, Nord Stream, on l'ouvre à nouveau. Ton gaz de schiste, Donald, tu le gardes et il n'y a pas de problème. Et quant à nos agriculteurs, ils peuvent trouver d'autres débouchés parce qu'en réalité, on ne vend plus de vin français ni de porc français en Russie où c'était de vrais débouchés depuis que cette relation transatlantique nous l'interdit. Eh bien, pourquoi ne pas garder cette carte dans notre jeu, dire très bien, on peut plus vendre chez toi, on peut vendre ailleurs. Je pense que Donald Trump le comprendrait très très bien parce qu'il est justement sur cette grammaire, une grammaire qui est extrêmement de businessman. On ne peut pas nous arriver comme des enfants de cœur pleins de moraline, tandis que eux ne jouent pas ce jeu-là. On se bride à un point qui devient dramatique, vraiment très inquiétant. Et je voudrais vraiment qu'on réalise à quel point l'Europe est au bord du gouffre. C'est-à-dire que nous sommes confrontés quand même à tout un tas d'États, civilisations qui jouent leur propre jeu, tandis que nous jouons un jeu qui est celui de l'abstraction, des grandes idées, et sur l'autel desquels on serait prêt à se sacrifier. Personne ne va nous en tenir gré. Personne. C'est une certitude absolue, et c'est vrai qu'il y a un différentiel terrifiant entre nous qui sommes toujours dans cette diplomatie des droits de l'homme et qui est effectivement très rousseauiste et complètement déconnectée du réel, et une diplomatie beaucoup plus réaliste qui nous rappelle celle du 19e siècle et des siècles passés. Arthur de Vatrigan voulait réagir. Oui, dans ce marché mondial, j'entends que c'est évidemment que dans tout business, c'est pas bon de dépendre que d'un fournisseur ou que d'avoir un seul gros client.
Mais je pense que le problème est aussi structurel chez nous, c'est qu'on est un pays qui n'est plus un pays de production, on est un pays de consommation. Un pays de consommation de biens majoritairement importés. Donc tant qu'on n'aura pas simplement renverser la table et décider que on allait changer radicalement notre structure économique, notre pouvoir économique et notre philosophie économique, c'est-à-dire de ne plus être juste des consommateurs débiles, mais un pays producteur, on pourra aussi créer peut-être, alors pas tout seul évidemment, mais peser un peu plus dans le rapport de force. Aujourd'hui, nous sommes juste des moutons qui consomment et on regarde les trains passer. Voilà. Mais on n'a pas les moyens d'être autre chose, malheureusement. À part sur le spiritueux, en effet, mais là, on va se faire embêter. On a eu un renoncement effroyable, oui. Xavier voulait revenir, Richard de Sèze après ? Oui, c'est un point. Arthur souligne un point clé. De fait, nous avons choisi un modèle qui est absolument épouvantable, qui était très bien défini par Jérôme Fourquet de l'IFOP comme un modèle stato-consumériste. Je résume, le modèle stato-consumériste, c'est-à-dire que notre PIB est constitué essentiellement par de la consommation et de la consommation financée par de la dette. Vous voyez l'état de la catastrophe. Maintenant, si on souhaite redevenir un pays qui produit, la production, c'est avant tout de l'énergie. L'économie, c'est de l'énergie qu'on transforme en production. Et donc, c'est pourquoi la façon dont les États-Unis nous ont coupé de notre source d'approvisionnement énergétique à coût raisonnable, qui était le gaz russe, est un piège absolument effroyable, car il condamne définitivement toute réindustrialisation de l'Europe et détruit même les industries des pays qui en avaient conservé un petit peu, dont la France. C'est-à-dire que l'industrie allemande est en train de se délocaliser aux États-Unis parce qu'elle n'a plus accès à de l'énergie. Bon, c'est aussi parce qu'ils ont supprimé le nucléaire. C'est ce que j'allais dire, parce qu'on avait quand même, nous, une industrie nucléaire puissante et qui nous garantissait pratiquement une autonomie énergétique, voire même une capacité à être un pôle d'attraction pour des voisins. Oui. On en vendait. On vendait l'électricité. Tout Mais fichu on continue à leur en vendre parce que Richard de Sèze. Cette énergie nucléaire, elle existe, nous la produisons, nous pourrons en produire plus, mais pour le moment, nous respectons les règles européennes pour une raison qui échappe à tout le monde, alors que la France pourrait sortir du jeu européen de l'énergie. Rappelons que l'Espagne, pendant le Covid, a décidé de s'affranchir des règles européennes du marché de l'énergie pour faire en sorte que... non, l'Espagne. Oui, non, mais ce sont les règles allemandes. Ah oui, des règles, oui. C'est pour faire plaisir à l'Allemagne. Des règles de l'Union européenne forgées par les Allemands pour faire en sorte que les Espagnols aient une énergie pas chère. Rien n'empêche Emmanuel Macron de faire la même chose. Mais Emmanuel Macron refuse que la France soit puissante. Il ne faut jamais oublier ça. On produit de l'énergie pas chère qu'on rachète une blinde. Alors, faut quand même être suicidaire. C'est quand même phénoménal. Et on nous explique que c'est bien. Oui. Et on nous explique que l'humour n'est pas de droite. Alors, message de Patrick Simon qui nous dit qu'on parle de Donald Trump protectionniste et il en parlera du libéralisme. Il parlera du libéral, j'imagine. Voilà, j'imagine que ça sera le thème de sa chronique dans un instant. Pardon, c'est pas extrêmement clair. Mais Patrick va nous en dire. En tout cas, une chose est sûre, Patrick Simon va nous parler de Donald Trump dans un instant, et donc sans doute de son versant libéral. Est-ce qu'on en a fini avec cette... Oui, ben voilà, on vient de finir sur une pirouette peu réjouissante, c'est-à-dire on produit de l'énergie pas chère et on la rachète nous-mêmes. Très cher. Très cher. C'est phénoménal. C'est Emmanuel Macron, c'est la France, pardon. Louvre, maintenant, les idées pharaoniques de Macron, justement, choquent le personnel du musée. Et en plus, les Italiens nous réclament la Joconde. Voilà, donc puisque plus personne ne veut de lui en politique, Emmanuel Macron a décidé de faire comme tous les présidents en situation de cohabitation. Alors la question c'est, est-ce que lui-même est en cohabitation ? Sauf à admettre que même son camp ne veut plus de lui et lui impose une cohabitation. Parce qu'a priori, Bayrou et toute la bande, là, c'est quand même son camp. Je sais pas, enfin vous... Un peu moins maintenant. Un peu moins, mais quand même un peu. Enfin, plus que Marine Le Pen ou que Jean-Luc Mélenchon, quoi. Il y a des débats ça maintenant. Se discute. La submersion migratoire n'est pas sortie de nulle part quand même. C'est vrai, on va en parler dans un instant, mais en tout cas, il a décidé, notre monsieur président Macron, de s'occuper de sport, les Jeux Olympiques, de communication, les youtubeurs algériens en infraction routière, et de culture, donc évidemment à la manière jupitérienne. Donc il vient d'annoncer la nouvelle renaissance du Louvre. J'avoue que je ne connaissais pas la Renaissance de base, sauf si on considère que c'est la pyramide de François Mitterrand. Donc avec un projet pharaonique qui est justement inspiré, comme c'est original, de François Mitterrand et de Jacques Chirac. Donc les annonces, c'est que
il veut changer la Joconde de salle. Et les Italiens suggèrent même de changer de musée, si j'ai bien compris. De pays même. De pays. Pour en faire une visite à part entière, donc un musée de la Joconde, littéralement. Pour cela, il faut créer une nouvelle entrée côté ouest pour désengorger l'entrée qui est côté pyramide pour ceux qui connaissent le Louvre. Et cette grande entrée côté ouest sera réalisée, je vous le donne en mille, par le vainqueur d'un grand concours d'architecture, parce qu'évidemment maintenant, il faut faire des grands concours d'architecture pour tout. Et il prévoit aussi 2 nouvelles extensions pour un Louvre, je cite, restauré et agrandi, on n'en saura pas plus. Et tout ça va coûter 800 millions d'euros sur 10 ans, dont l'État promet de mettre déjà 10 millions sur 800. Voilà. Donc l'ennui, c'est que... Beaucoup, quand même. Il en manque un petit peu. 790. Ça filme ça. Le Louvre à Abu Dhabi est censé avoir rapporté 350 millions au moins en royalty, qui est un mot français. Donc autrement dit, il y a un financement. La vraie question, c'est d'une part, Macron se prend une tôle monumentale sur un certain nombre de sujets de politique intérieure, comme le lancement de son IA, de son intelligence artificielle foireuse, Lucie. Et donc juste l'intelligence artificielle préhistorique. Voilà, se rue sur la réfection du Louvre comme si c'était son sujet à lui, puisque maintenant il est monsieur monuments en péril, je ne parle ni de lui ni de sa femme, et il est en train de nous expliquer qu'il a inventé quelque chose de génial, qui est en fait ce qui est discuté depuis plusieurs années, et que le Louvre n'arrive pas à financer, ce qui est quand même stupéfiant, puisque d'une part, donc, il y a la manière dont on a vendu le Louvre à Abu Dhabi contre des centaines de millions d'euros, dont j'espère qu'ils ont été versés par les responsables, et d'autre part, on peut surtout se demander qu'est-ce que font les directeurs successifs du Louvre pour qu'aujourd'hui on nous dise que le musée est à bout de souffle et que tout est à financer. En fait, Macron débarque dans un Louvre qui est censé être une ruine absolue, alors qu'en fait c'est faux. Voilà. Et par ailleurs, évidemment, les solutions qu'il préconise sont une fois de plus extrêmement coûteuses, alors qu'on pourrait faire autrement. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. Charles-Henri Deslois. Tous les présidents se prennent pour des monarques et veulent laisser leurs traces. Bon, voilà, Pompidou, il y avait la Défense, il y a le musée Pompidou, mais qui a été nommé après sa mort. Giscard, c'était le musée d'Orsay. Mitterrand, il y a toute une liste de monuments. Alors, il ne reste plus grand-chose pour ce pauvre Macron. Il a simplement changé l'entrée du Louvre. Ça restera dans l'histoire. Mais ce qui est derrière amusant, c'est que là, il est pour la préférence européenne, voire la préférence nationale, si j'ai bien compris, parce que il y a un projet comme quoi les visiteurs étrangers paieraient plus cher que les Français. Donc c'est curieux que dans le cas du Louvre, on fasse une exception à notre grande philosophie égalitariste, voilà, comme quoi tout le monde doit être traité à la même ancienne. Donc je trouve que c'est assez curieux de sa part. Est-ce que ça va se transmettre dans d'autres domaines ? Moi, je trouve que c'est quelque chose à exploiter. Alors moi, je trouve pas ça si mal d'ailleurs que les étrangers payent un peu plus cher. Ça me semble pas profondément honteux. Arthur de Vatrigan, est-ce que le modèle de Louvre... C'est quand même assez amusant, c'est qu'il a commencé sa présidence en expliquant qu'il n'y avait pas de culture française, et il finit en chef de chantier des monuments de la culture. C'est Notre-Dame et du Louvre. Donc c'est quand même une sorte de, pour lui, une destinée assez ironique, assez triste. Même un peu sordide après faire payer l'entrée de la... Si on peut faire payer juste la Joconde, moi ça me dérange pas, c'est quand même le tableau qui est le moins intéressant de là où il est, dans la salle où il est actuellement. Ouais, alors c'est un peu ce que je pensais donc si aussi. on permet de permettre aux autres de découvrir d'autres chefs-d'œuvre à côté, et si même les Italiens veulent récupérer la Joconde tant qu'ils nous laissent ceux qui sont en face, ça me va très bien. Mais c'est en effet, pourquoi pas. Alors, pourquoi la récupérer ? En fait, c'est vrai que c'était à nous, parce que non, mais Léonard de Vinci est quand même venu mourir. C'est pas grave. Il est venu mourir à Amboise. Il y a d'autres trucs qu'on pourrait refiler aux Italiens si les Italiens tiennent absolument à être mesquins, mais non, mais je veux dire, c'est Joconde... pas très intéressant la Joconde. Non. Voilà, non, mais c'est le principe. Si on peut permettre de faire un peu de place pour admirer des autres. Non, mais après tout, c'est les Romains qui nous ont colonisés. C'est quand même vrai. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On réclame pas, nous, les cendres de Vercingétorix, ce qui nous fout un peu la paix, quoi. Ni des compensations pour l'esclavage des soldats, des guerriers asservis après Alésia. Donc bon. Ouais, mais comme il faut les remercier pour les routes, on n'est pas des Algériens. Je rappelle quoi. Oui. Nous remercions pour ce qu'ils nous ont apporté. C'est vrai.
Alors, Xavier Van lire le Louvre d'Emmanuel Macron, ça vous inspire? Vous irez? Oui. Ce qui est fascinant, c'est qu'on parlait des conflits commerciaux, de la place de la France et de l'Europe dans le monde. Ouais. On voit que Et on prend de la hauteur d'un coup. Hein, non, mais les derniers atouts qui nous restent sont des atouts patrimoniaux. Et même Emmanuel Macron, c'est-à-dire le chantre du progressisme, de la Startup Nation, de tous ces gens qui étaient tournés absolument vers l'avenir, se rendent compte qu'en réalité, qu'est-ce qui nous reste comme carte à jouer dans ce monde-là une fois qu'on a tout dilapidé? Eh bien, des choses comme, effectivement, Notre-Dame, le Louvre, et donc des choses dont nous avons hérité. Oui, c'est-à-dire le patrimoine. Le patrimoine, exactement. De nos rois. Exactement. Alors, en revanche, vous avez vu... Et même pas de la République. Toutes les créations d'art contemporain, tous ces machins-là, ça s'est totalement évanoui comme de la vapeur d'eau. Évaporé. La seule chose qui nous reste comme carte à jouer sont des choses qui datent d'un autre régime, en fait, qui n'est pas vraiment le leur, et qui est même honni. C'est les seules choses qu'on peut encore mettre en avant. Il y a peut-être quelque chose à méditer. Hein. Malheureux, la France est devenue une carte postale. Oui. Bon, oui, enfin, on n'est pas obligé de faire du futurisme et du Marinetti, mais juste méditer que les derniers atouts qu'il nous reste dans ce monde-là remontent à 500 ans. C'est quand même ballot. Oui, 500 ans ou au-delà. Et donc, peut-être qu'il y a des choses à valoriser et d'une autre façon et irriguer l'ensemble de notre action parce que cela révèle. Et bien, sur ces propos profonds et néanmoins un peu déprimants, on va passer à un autre sujet qui va être tout aussi réjouissant, c'est la révolte des grands patrons contre le gouvernement. Là, c'était assez étonnant. C'est vraiment le symptôme le plus brutal de l'effondrement macroniste, puisqu'il a perdu le peuple, mais c'est quand même bien normal, puisqu'il n'a jamais prétendu gouverner pour lui. Il a perdu les élus de son propre camp, qui ne veulent même plus entendre parler de lui, et encore moins lui obéir et le soutenir. Mais c'est un peu normal aussi, puisqu'il a provoqué la dissolution, et que, en gros, les malheureux députés qui ont sauvé leur siège ne lui doivent rigoureusement plus rien. Mais ce qui est le plus représentatif quand même de l'effondrement d'Emmanuel Macron, c'est la révolte récente des grands patrons, dont ils se prétendaient le porte-parole et qu'ils avaient eux-mêmes pris pour un efficace relais de leurs intérêts et éventuellement même d'un renouveau de la puissance française, puisque c'est un peu ce qu'il annonçait quand il est arrivé. Alors ce ne sont pas habituellement des personnalités qui cherchent la lumière, ces grands patrons ou l'exposition médiatique. C'est donc dire, je crois, si leurs manifestations publiques ces derniers jours ont pris du poids. On a tous vu, je pense maintenant, la déclaration au Sénat de Florent Ménégo, qui est le PDG de Michelin, et qui le 24 janvier donc, avait donné au Sénat un point de vue sur la crise de la filière automobile, et il en a profité pour expliquer vraiment que l'essentiel, c'est que le gros problème en France, c'était pas tant le niveau de salaire, mais l'écart entre le brut et le net, c'est-à-dire le montant des taxes, le montant de l'imposition du salarié, et que si la France était championne d'Europe des prélèvements obligatoires, malheureusement, elle était surtout en train de s'effondrer face à toute la concurrence, et notamment parce qu'on vend, alors, il parlait que de son secteur évidemment, mais on vend nos pneus plus cher que partout ailleurs dans le monde, donc évidemment plus personne ne peut nous en acheter. Richard de Sèze va intervenir, mais ensuite on a eu Bernard Arnault, qui lui aussi, de retour des États-Unis, où il a vu Donald Trump prendre des décrets à la pelle et les enchaîner sans arrêt, avec une énergie objectivement qui n'existe pas dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, était assez désappointé. Il a parlé de douche froide, et en disant, quand on voit qu'on s'apprête à augmenter de 40% les impôts des entreprises qui fabriquent en France, c'est incroyable, pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors, et il a été suivi par plusieurs autres patrons, mais je vous laisse la parole pour le temps qui nous reste. Richard de Sèze. Alors, je voudrais donner la parole à un auditeur de Radio Courtoisie qui a dégainé tout au début de l'émission parce qu'il était déjà énervé par le fait qu'on allait parler des grands patrons. Sur toutes les chaînes, on encense les grands patrons. Premièrement, ils ne sont propriétaires de rien, ces gens-là. Ce sont des montages financiers. Demandez à ces grands patrons s'ils sont contre l'immigration, s'ils sont pour qu'on sorte de l'Union européenne, s'ils sont contre les partis de gauche. Je trouve que ces assistés de pseudo-grands patrons ont beaucoup de points communs avec Madame Binet, au contraire. Et je trouve que c'est pas complètement faux quand même. Voilà. On nous dit brusquement que Michelin et Bernard Arnault sont des types bien, mais qu'ont-ils fait pendant toutes ces années où le gouvernement de la France leur allait, quoi.
Et le même insiste dans un deuxième message. Où vont les 90 milliards d'euros d'exportation ? La majorité vont dans la poche des patrons des grandes entreprises sans employés. En revanche, ces fausses grandes entreprises travaillent avec des petits patrons sous-traitants qui, eux, embauchent un peu et qui gagnent par mois en net 3 000 euros en moyenne. La même somme qu'un type qui bosse 30 heures par semaine pour conduire un camion poubelle. Donc, qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos exportations ? Voilà. Et je trouve qu'effectivement, il y a dans la révolte de Bernard Arnault, dans la révolte du patron de Michelin, dans la révolte du MEDEF, quand même une indécence absolue de ceux qui ont justifié l'intégralité des politiques c'est-à-dire jusqu'à que ce présent. sont eux qui ont fait élire Macron. Exactement. En fait, moi, ce que je dis, c'est que c'est un symptôme violent. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai pas dit que c'était des champions. Non, mais je sais que vous dites tout le temps des choses bien. Merci. Vous êtes le président de Radio Courtoisie. Voilà. Mais c'est quand même grave pour lui de voir que même ces gens-là le lâchent. Il reste plus grand monde au château, ça c'est sûr. Après, dans les grands patrons, faut pas tous les mettre dans le même sac, évidemment, et qu'on va tous se rappeler des pétitions pour la, comment ils appellent ça, la légalisation ou la nationalisation des métiers sous tension. Ah oui, les métiers. Voilà, on prend le bâtiment, la restauration, et on sait qu'eux sont des collabos, et évidemment que l'immigration, c'est dans leur intérêt. C'est comme le BDF, évidemment. Je veux dire, ils n'ont jamais eu la moindre début d'un courage, donc oui. Mais il y en a, pour le coup, où non, Michelin, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Aujourd'hui, Arnaud, j'ai vu 2-3 fois faire les déclarations. Bon, c'est pas le premier que je mettrais sur une liste, voyez-vous. Mais par contre, là, on peut l'entendre. Quand on est d'extrême droite, on fait toujours des listes. C'est vrai, c'est une tradition. Oublié. Vous savez. Mais ça peut être des listes sympathiques aussi. Oui, moi je fais. Pour avoir des récompenses. Bravo, monsieur. Hop, une francisque et tout. Bref. Arrêtons de faire de l'humour de droite. Le problème, c'est que le grand patron lui dit, en fait, c'est vous qui allez payer. Et puis, il voit que du côté de l'État, il n'y a aucune économie. Il connaît un peu le ministère, le magistère, le ministère de l'Éducation nationale, puisque forcément, il y a été confronté. Il a fait ses petits calculs. Il voit que 92% du budget du ministère de l'Éducation nationale, c'est pour payer des fonctionnaires. Et il voit que dans ce ministère-là, vous avez 100 000 personnes, on ne sait pas où ils sont. Et que quand vous appelez l'éducation nationale, ils sont foutus de vous dire, le DRH, vous dire, en fait, on ne sait pas. Bon, il se dit, pourquoi il n'y a pas des économies là-dedans ? Ou il a vu, comme tout le monde, qu'il y avait des gens hyper intelligents qui s'appelaient McKinsey, qui sont venus faire ce que devait faire la haute fonction publique. Bon, il a fait sa calculette, il a dit, c'est marrant, il y a 2 millions de fonctionnaires dans la haute fonction publique, et vous faites appel à McKinsey. Donc, en fait, ils servent à quoi ? Bon, commencez à faire le ménage chez vous. Et ça me paraît juste une réaction saine de dire on va arrêter de payer pour vos conneries, vous allez commencer à dégraisser un peu, à essayer de faire une refonte structurelle. Il serait temps, vu que de toute façon on est dans une mouise pas possible, autant y aller, et puis on verra après. C'est là où on en vient au problème, c'est que ces grands patrons, qui se sont effectivement gavés abondamment, en viennent à dire la même chose que ce que les pauvres contributeurs français comme nous, comme moi, mais peut-être comme vous, se disent depuis longtemps, c'est-à-dire on ne consent plus à l'impôt parce qu'on en a marre du gaspillage, à quelque niveau que ce soit. C'est le Charles-Henri Deslois voulait intervenir. Oui, moi je suis pas tout à fait d'accord sur cette analyse de toujours mélanger tous les patrons, parce qu'il ne faut pas confondre financier et patron. Je parle des vrais patrons comme Michelin, justement, qui eux sont partis d'une entreprise familiale, ou comme Bolloré, qui est parti d'une toute petite, un petit atelier du côté de Quimper. Pour moi, c'est des gens méritants qui ont eu plutôt des bâtons dans les roues de la part de l'État et qui se sont pas servis des mannes financières outre mesure. Le pauvre Macron, il me fait pitié parce qu'effectivement, on a dit qu'il était du côté des patrons et voilà que les patrons le lâchent. Je lui sais gré d'avoir sorti de l'ISF les actions et les valeurs mobilières. Il aurait mieux fait de faire l'inverse, sortir l'immobilier. Mais enfin bon, ça c'est sa conception du patrimoine immatériel, c'est-à-dire qu'en fait c'est un financier, lui c'est un financier, c'est pas du tout un patron, c'est un financier, Macron. Donc il privilégie les banques. Mais effectivement, il n'a rien à foutre des vrais entrepreneurs. Et c'est ça qui me désole, parce que je crois quand même qu'on est bien content de trouver les vrais grands patrons quand ils donnent des millions pour restaurer Notre-Dame ou le château de Versailles.
Donc, je trouve qu'il y a un esprit, là encore, malsain en France, de toujours cracher sur le patronat, tout simplement parce que c'est le patronat. Bah oui, il y a des gens qui ont fait une entreprise voilà, florissante. On devrait s'en réjouir. Après, l'État les traite mal. Je trouve ça dommage parce qu'il nous restera plus rien. On se plaignait tout à l'heure qu'il y avait une désindustrialisation de la France. Bah, on peut continuer, il n'y aura plus rien. Richard de Sèze voulait intervenir. Oui, alors d'une part, je ne sais pas ce que Bolloré faisait quand il était petit, mais ça fait assez longtemps que les Bolloré étaient devenus une entreprise multinationale. Et l'intégralité des actifs de Bolloré sont cotés dans 3 ou 4 bourses à l'international. Donc, il est un peu éloigné du patron pêcheur ou du sabotier breton, d'une part. Et d'autre part, lorsqu'il s'agit de Bernard Arnault et qui nous met ses daubes d'art contemporain à Versailles, et donc il soutient Versailles uniquement pour faire valoir en vrai mercantile de l'art contemporain des horreurs absolues. Donc là aussi, je trouve que le fait que Notre-Dame il soit passé à la caisse, c'est quand même pas cher payé par rapport à tout ce qu'il a fait comme outrage à Versailles. Mais non, pourquoi vous dites que c'est faux ? C'est parce que c'est la directrice de l'établissement public de Versailles qui a accepté ces œuvres contemporaines. Oui. Si elle avait dit non... Mais il a payé pour ça. Il faut qu'on vous explique comment marche le marché de l'art contemporain. Je connais, j'écoute de Kéros sur un peu courtoisie. C'est quand même une proche de Bernard Arnault qui va refaire les vitraux. Beaucoup de mal de Bernard Arnault. Pas tous d'un coup, s'il vous plaît. Xavier Van Lierde, un mot sur cette affaire. Alors, je pense que Bernard Arnault, comme beaucoup d'autres patrons, se sont coulés dans ce modèle stato-consumériste dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de financer notre PIB par l'endettement, mais ils ne souhaitent pas passer à la caisse à la fin du jeu. L'ensemble, quand même, la quasi-totalité quand même du patronat français trouvait absolument génial le modèle de l'entreprise sans usine, se sont gavés sur les délocalisations qui consistaient à faire produire ailleurs, mais à continuer à vendre ici et justement à crédit et financé par la dette et transformer les anciens producteurs en consommateurs. Mais maintenant, on arrive au bout de ce système. Et je ne voudrais pas, je trouverais quand même assez gonflé qu'ils arrivent à la fin du jeu qu'ils ont eux-mêmes installé, y compris avec les journaux dont Bernard Arnault est propriétaire, c'est-à-dire Le Parisien pour expliquer aux populos que c'est génial parce qu'il peut acheter son t-shirt moins cher, et Les Échos pour expliquer aux managers à moitié crétins que c'est vraiment absolument formidable le nouveau système et très moderne ce qu'ils sont en train de mettre en place, le même système, et à la fin venir dire vraiment tout ça est scandaleux, on marche sur la tête, il y a trop d'impôts. Mais le système qu'ils ont mis en place fonctionne aux impôts, fonctionne à la dette depuis une vingtaine d'années. Alors je ne dis pas qu'ils sont seuls responsables, bien évidemment, ils ont aussi voulu délocaliser parce qu'ils en avaient ras-le-bol de la CGT, ils en avaient ras-le-bol des syndicats qui les empêchaient de pouvoir développer des affaires correctement en France. Tout cela est vrai. En fait, on était dans un système où ce grand patronat et l'État, et finalement, au fond, les 3/4 de ceux qu'on appelle aujourd'hui des entrepreneurs en France, sont des gens qui ont fait l'ENA, qui sortent de Bercy. Il y a une consanguinité absolument incroyable. Combien de vrais entrepreneurs ? Très peu, en réalité. Très peu. Là aussi, c'est stato-consumériste ou stato je sais pas quoi. C'est complètement consanguin. Je vous interromps parce que Arthur de Vatrigan veut défendre les patrons. Exactement. Je ne vais pas que défendre les patrons. Je dis simplement que pour créer un empire en France, il faut être sacrément patriote ou une très belle ordure pour pouvoir faire plier tout le monde. Vous pensez à qui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je vais enquêter. Et je dis simplement que malheureusement, un entrepreneur ou un patron de PME qui va râler et qui va faire une manif, tout le monde s'en fout. Quand c'est Bernard Arnault qui l'ouvre, tout le monde l'écoute. Donc je pense qu'il a raison de l'ouvrir après que ça soit dans son intérêt. Évidemment qu'il voit que son intérêt. Et bon voilà, mais si son intérêt rejoint le mien et qu'il demande à Macron de dégraisser un peu et de faire une vraie refonte structurelle au lieu de continuer dans ce modèle qui nous tue, je préfère que ce soit Bernard Arnault qui parle parce qu'au moins ça fait un peu caisse de résonance. C'est très bien, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, demain, je vais acheter Le Parisien pour voir jusqu'à quel point les organes détenus par Bernard Arnault mettent la pression sur Macron sur l'ensemble des sujets qui permettraient de sauver la France. Charles-Henri Gallois, une minute pour conclure. C'est le dernier pays socialiste d'Europe, voire du monde, par la Corée du Nord.
Sur cette réjouissante conclusion. Merci Charles-Henri Deslois. Il nous reste quelques messages. Oui, vous avez l'air de découvrir les idées d'Asselineau, nous dit un auditeur de Radio Courtoisie. Eh bien non, d'une part, ce ne sont pas les siennes, ce sont celles de Radio Courtoisie depuis très longtemps. Et ensuite, nous aurons le plaisir de le recevoir cette semaine. Bien sûr. Vous connaissez l'UPR ? Ah oui. Alors là, on a un auditeur et après on termine. Donc les touristes italiens, par exemple, vont payer pour entrer au Louvre, alors que les rastaquouères français des écoles emmenés en car payés par nos impôts, eux, ces bons Français ne vont rien payer. Quand Macron parle des Français qui ne vont rien payer, il ne pense pas à des gens comme vous. Vous avez vu la gueule de la France d'aujourd'hui. Moi, quand je vais à l'étranger, je dis que je suis corse. C'est quand même moins la honte. Corse, c'est français, cher. Sur ce, chers auditeurs de Radio Courtoisie, cette émission touche à sa fin. Merci Richard de Sèze, Arthur de Vatrigan, Xavier Van Lierde, Charles-Henri Deslois et Claudia à la technique. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la réinformation.